et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Bertrand Laviec, directeur de Météo France Mayotte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va parler avec vous de cette saison des pluies qui tarde à arriver. On verra notamment les conséquences sur notre territoire. Vous restez avec nous, on en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la grève générale continue, on verra une grève qui a du mal à mobiliser, sauf que maintenant les syndicalistes vont chercher leur soutien ailleurs, on verra des soutiens de choix, vous nous en direz plus tout à l'heure Pierre. Mais d'abord voici les titres de ce mardi 15 novembre. Ce matin, Armami Abdoul Wassillon a mis à exécution ses menaces de venir avec la population déloger le cabinet du conseil départemental. Néanmoins, seul Mahamoud Aziari était à ses côtés, tandis qu'un important déploiement de policiers a été mis en place devant l'institution. Malgré cet échec, elle affirme ne pas se décourager et compte mobiliser la population de tous les villages de l'île. Reportage. Médicaments, vêtements, cosmétiques, jouets, plus de 20 000 articles contrefaits correspondant à 2 ans de saisie ont été détruits ce matin à Dzaoudzi. C'est dans le cadre de la journée nationale de destruction des contrefaçons que la direction des douanes de Mayotte a procédé à l'élimination de cette quantité importante de marchandises. Objectif, mettre fin à ce marché illégal, mais également rappeler qu'acheter des contrefaçons comporte des risques. En effet, ces produits, qui viennent pour la plupart du temps d'Asie, ne sont pas certifiés et peuvent être dangereux. Ce matin, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a été lancée à la maison départementale des personnes handicapées. Le programme de ces 4 jours comprend un ensemble de manifestations et présentations à destination des personnes handicapées et des employeurs du territoire. Cet événement majeur vise à sensibiliser le plus grand nombre à l'emploi des personnes en situation de handicap et aux problèmes que ceux-ci peuvent rencontrer dans leur parcours du combattant vers l'emploi. Zoom sur cette première journée à la fin de cette édition. Et c'est avec le mouvement de grève porté par l'intersyndicale que je vous propose de débuter ce journal. Ainsi, après les actions de la veille, les grévistes ont décidé ce matin de changer de stratégie. Plutôt que d'avoir recours au blocage, ils sont partis à la recherche de nouveaux soutiens et pas n'importe lesquels. En effet, après avoir échangé avec le président du conseil départemental hier, les grévistes se sont tournés aujourd'hui vers le député Aboubacar et le sénateur Tani, avec lesquels ils ont pu discuter. Les revendications restent bien sûr les mêmes, tandis que la détermination, elle, ne faiblit pas. Écoutons plutôt le secrétaire départemental du SNUPP ce matin lors de la matinale de Kouézi. Nos revendications restent l'ancienneté générale des services, cette histoire d'indexation des salaires à un même niveau que la Réunion, et puis qu'à la Réunion, et la transformation de tout Mayotte en REP+. Effectivement, je pense que ce sont des revendications. Personne ne pourra aujourd'hui nous dire que ce sont des revendications farfelues ou illégitimes. Nous faisons notre mouvement de grève, nous faisons nos actions. Si ces mêmes critiques ou réprobations, on les avait écoutées en 2007, je pense que 2013, il n'y aurait même pas eu d'indexation des salaires. Vous comprenez? Donc nos actions, nous les maintenons. Et nous poursuivons à chaque fois qu'on peut le faire, on le fera. On vient de l'entendre, Rivo Rakodondavello, qui est secrétaire départemental du SNUPP. Ce matin, lors de la matinale, on a l'impression qu'il essaie quand même de faire bonne figure face à une mobilisation qui a du mal à venir, Pierre. Oui, de toute façon, du côté de son syndicat, du côté du SNUPP, c'est clair que la détermination, elle a toujours été là, elle est vraiment au rendez-vous. Et quoi qu'il arrive, très tôt encore aujourd'hui, ils ont expliqué que le mouvement serait reconduit demain et dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'ils n'attendent même plus que l'intersyndicale se prononce et que l'Assemblée générale ait lieu. Ils font leur assemblée de leur côté, même si aujourd'hui, ils ont été à nouveau aux côtés, on le voit sur ces images, aux côtés des autres syndicats pour aller rencontrer notamment le député Ibrahim Aboubacar et le sénateur Tani cet après-midi. Donc effectivement, du côté du SNUPP, c'est clair que la détermination
situation, elle ne bouge pas. Maintenant, il y a ce constat d'un manque de mobilisation. Et effectivement, alors il ne le nie pas, hein, mais on a l'impression que du côté de l'intersyndicale, effectivement, on tente de faire bonne figure, de dire certes on est peu, mais on est toujours là. Non seulement on est là, puis on est toujours aussi déterminé. Et on va mener des actions, on va continuer à mener des actions, que ça plaise ou non. Alors demain, il va y avoir une sorte de journée de transition. C'est-à-dire que la grève continue, mais ils vont se rencontrer, échanger, c'est discuter et justement d'appréhender la suite. À partir de jeudi, les manifestations vont reprendre, de nouvelles actions vont être menées par rapport aux informations qu'on a. En tout cas, aujourd'hui, l'information, c'est qu'ils ont pu rencontrer ces deux parlementaires qui sont des parlementaires du groupe socialiste, que ce soit au Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Et le député Aboubacar, j'ai pu échanger avec lui aujourd'hui. Il a expliqué que depuis le début, il soutient cette grève. En tout cas, il soutient les revendications, que ce soit la reprise en compte de l'ancienneté générale des services, que ce soit également l'attractivité du territoire. Il soutient maintenant quel est le poids réel de ces deux parlementaires au sein de leur parti et est-ce qu'ils peuvent vraiment influer sur le gouvernement ? Force est de constater que depuis le début, depuis des mois et des mois, j'allais presque dire depuis l'élection du président, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'évolution et à chaque fois qu'ils portent des dossiers, qu'ils portent de grandes revendications, ça met du temps et on ne peut pas dire que ils sont écoutés du premier coup. Donc en tout cas, un constat clair, c'est que la mobilisation ne prend pas et qu'elle ne prendra plus. Il n'y aura pas beaucoup plus de monde. Maintenant, la détermination reste là et la grève va continuer. Alors justement, cette scission à l'intérieur même de l'intersyndicale, ça ne va pas forcément porter un coup au mouvement encore plus ? Oui, alors effectivement, d'ailleurs on constate qu'actuellement plusieurs secrétaires départementaux de syndicats importants sont hors territoire. Ils vont le rester d'ailleurs plusieurs jours. Donc on constate effectivement cette scission. Il en parle à demi-mot ce matin, Rivot. Effectivement, ça porte un coup. Le fait de ne pas être unis, de ne pas réussir à se concerter et à agir de concert. Ça pose problème. Maintenant, je pense que le bon sens va reprendre le dessus et que malgré tout, même s'il y a des mésententes entre les uns et les autres, ils sont quand même tous déterminés à continuer la lutte et on les voit mal arrêter du jour au lendemain parce qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. Merci beaucoup Pierre et vous restez avec nous et comme annoncé lors de nos précédentes éditions, Armami Abdoulouassioun était bien devant les portes du conseil départemental ce matin. Avec l'aide de la population, elle devait déloger le cabinet du président. Mais deux obstacles de taille se sont opposés à la conseillère départementale de Mamoudzou 1. La présence d'un important dispositif policier couplé à l'absence de soutien. En définitive, seul Mahmoud Aziari était sur place pour lui apporter son soutien. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce devait être une grande fronde populaire. Cela aura finalement été un rendez-vous raté, du moins pour Armami Abdoulouassioun, qui aura qui plus est été accueilli par un impressionnant dispositif policier. Eh bien, ça montre encore une fois que vraisemblablement, on n'est pas un département libre. On n'est pas un département libre, on n'a pas une libre expression, on est là. Moi, d'habitude, je vois des gens manifester, ils entrent dans le conseil départemental même, des fois, ça passe des jours. Et là, aujourd'hui, que j'ai mobilisé, moi étant élu, que j'ai mobilisé la population pour venir dans le conseil départemental, je vois toutes les forces de l'ordre faisant barrage à ce que la population puisse y accéder. Donc, je ne sais plus comment qualifier cela. Seul Mahmoud Aziari avait fait le déplacement afin de soutenir la conseillère départementale de Mamoudzou 1. Et ce dernier n'a que très peu apprécié l'accueil devant les portes de l'institution. Je retrouve exactement le même déploiement que celui que j'ai vu le jour où la police est venue protéger le fameux monument historique occupé par Vincent Liétard. On a eu le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui est arrivé à Mayotte, nous expliquer en fait que rien ne fonctionne ici parce que le département est le fantôme de Mayotte. Pour dire qu'en fait, le département est pratiquement inexistant. Et il est inexistant parce qu'on n'a mis que des gens médiocres à la tête partout. Alors, le jour où une conseillère départementale veut faire une réunion, réunir des gens pour discuter de ce fait,
et discuter de la façon de faire pour modifier cet état de fait. C'est l'État lui-même qui envoie tout un déploiement pour empêcher les gens d'entrer dedans. Selon l'auteur de Mayotte en souffrance, mensonges et manipulation d'État au service des intérêts des amis de l'entre-soi, la préfecture et le conseil départemental savent se renvoyer la balle quand cela les arrange. À Mayotte, en général, les gens ont peur. On a peur de tout ici. On a peur surtout de tous les charlatans, on a peur des chefs, on a peur de tout ici. Et l'idée de montrer tout de suite des policiers en tenue barrant la route, etc., déjà, on se demande dans quel pays on est. Et puis, c'est vrai que pour des gens qui déjà sont des gens peureux en général, alors ça renforce encore la peur. Et c'est une façon, un signal qui est donné en disant arrêtez ce mouvement. Il n'est pas question que les choses changent. Les choses nous plaisent comme ça en l'État, nous les départements, nous les élus départementaux et nous l'État, tel que les choses se passent, c'est bien. D'une certaine façon, c'est une façon aussi pour l'État de rendre un peu l'ascenseur au président du conseil départemental qui, lui, à l'époque du fameux monument historique, avait aussi lancé un communiqué pour soutenir le préfet et l'État dans cette mascarade. Quoi qu'il en soit et malgré le flop, le découragement ne semble pas d'actualité du côté d'Armami. En effet, cette dernière affirme qu'elle va continuer à se battre pour arriver à ses fins. C'est pas perdu, aucune cause n'est perdue, mais ils ont peut-être eu peur voyant toutes les mobilisations parce que vous avez bien vu l'escadron qu'il y a eu. Donc je vais continuer les rassemblements. Les Mahorais doivent être conscients de l'ampleur où va Mayotte en ce moment. Et c'est clair que Mayotte va droit dans le fond du lagon. En effet, Mayotte est en souffrance et les difficultés ne cessent de s'accumuler au sein de l'île au lagon. Et ça, chacun doit en prendre rapidement conscience. Alors Pierre, on l'a vu, ce qui devait être l'événement aujourd'hui a finalement été un flop, comme c'était dit dans le reportage. Ah oui, bah alors là, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'au regard des soutiens qu'elle avait, notamment sur les réseaux sociaux, c'est peut-être l'enseignement du jour. Finalement, c'est vrai que derrière l'ordinateur, les uns et les autres osent s'exprimer. C'est plus compliqué quand il faut passer aux actes et effectivement aux actions d'envergure comme elle l'avait prévu. Après, ce qui est étonnant quand même, c'est qu'elle avait fait les choses dans les règles. Elle avait notamment envoyé à la préfecture un courrier demandant une occupation du domaine public. Donc on imaginait qu'elle allait arriver déjà avec tout un cortège. Or là, c'est vrai qu'elle est arrivée, elle a attendu que d'autres la rejoignent et personne ne la rejoint, ou très peu, très peu. En tout cas, voilà, ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc c'est assez incroyable que personne ne l'ait suivi. D'un autre côté, peut-être que finalement personne ne la suit dans son combat et que c'est un combat perdu d'avance, que personne n'y croit. C'est vrai qu'on a du mal à dire ça par rapport au soutien qu'elle reçoit et au partage de ses posts qu'elle écrit désormais quotidiennement. Mais enfin, le constat, il est là aujourd'hui, c'est un échec. Elle dit qu'elle va continuer, elle est déterminée, elle aussi. Elle l'a justifié par la présence des forces de l'ordre. Oui, effectivement. Alors, on peut comprendre cette présence des forces de l'ordre. Or, on n'a pas vu arriver des foules et repartir. Personne n'est arrivé. Il n'y a pas eu des groupes entiers qui sont arrivés et qui ont dit « Ah, on s'en va parce qu'il y a les forces de l'ordre ». Donc, effectivement, on peut comprendre que ça dissuade un tel dispositif. Maintenant, elle aurait très bien pu rester avec eux s'il l'avait accompagné devant, au moins. Ça n'a pas été le cas. Donc, non, il faut vraiment dire ce qu'il est. Elle n'a pas réussi à mobiliser. Donc voilà, c'est un vrai constat d'échec. Maintenant, elle est déterminée à continuer, à aller dans les villages, à rencontrer la population pour ce qu'elle considère comme une cause juste. Alors, autre situation qui risque de faire parler ces jours à venir, Pierre, du côté du port de Longoni. Oui, alors effectivement, et ça concerne une nouvelle fois le conseil départemental. Pourquoi ? Car le conseil départemental n'a toujours pas validé la nouvelle tarification de l'outillage public. Juste un petit retour en arrière sur cet outillage public. Elle avait été validée par le conseil départemental. La préfecture devait donner son avis. Elle a demandé à ce que le texte soit modifié parce qu'il y avait des problèmes de formulation. Donc, entre-temps, depuis, le conseil départemental a finalement retiré la validation de cet outillage public, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de tarif sur le port de Longoni. Et aujourd'hui, Idanel est montée au créneau. Elle monte au créneau.
elle va envoyer un communiqué en expliquant qu'elle cesse tout, il ne va plus y avoir de marchandises qui vont sortir. Donc les commerçants vont devoir aller au niveau du conseil départemental demander des comptes parce qu'elle ne peut pas leur proposer de prix, il n'y en a plus en vigueur sur le port de Longoni. Ce qui pose vraiment problème, ce qui risque de semer un peu le trouble, voire même des pénuries dans les prochains jours. Donc à suivre, mais en tout cas à ce niveau-là, c'est vrai que ça va être très compliqué, on va voir ce qui va se passer, mais le port de Longoni, ça risque d'être agité dans les prochaines heures. Alors, autre institution dans la tourmente, du côté de la CCI. Alors, la CCI dans la tourmente, effectivement, il y a eu les élections. Un dernier mot là-dessus. Les élections à la CCI, on le sait, la liste portée par Ali Hamid a été élue haut la main. Donc, demain, il y aura la première réunion du bureau, la première assemblée pour justement élire Ali Hamid de manière officielle. Sauf que, retournement de situation, à l'heure où nous parlons, il y aurait une sorte de fronde, en tout cas il y aurait une sorte de trahison et il y aurait un autre candidat porté par la CGPME qui pourrait éventuellement, on parle au conditionnel, mais on serait à 16 votes de chaque côté pour les deux candidats, un autre candidat. Donc il risque d'y avoir une drôle de surprise demain à la CCI et qui là encore risque d'amener pas mal de troubles. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et à la veille de l'examen en séance publique de la partie Outre-mer du projet de loi de finances 2017 à l'Assemblée nationale, nous recevions ce matin le collectif pour une fiscalité dérogatoire à Mayotte. L'un des membres est ainsi venu afin d'évoquer les attentes et les espoirs de la population face à cette inégalité de traitement. Le collectif et l'Union pour le renouveau souhaitent un cadastre fiscal qui permet une équité devant l'impôt, mais pour le moment, le compte n'y est pas. Et pour qu'enfin les demandes soient prises en compte par le gouvernement, le collectif souhaite l'appui des conseillers départementaux, comme l'explique Dinou au micro de Patrick Mian ce matin. Le dossier il est parti au ministère des Finances, au ministère de l'Outre-mer, à Matignon, l'Élysée même, la dernière, tu l'as vu. Ils nous ont répondu et tous nous ont dit, bon voilà, on est en train d'y réfléchir. Et dernièrement, on nous a confirmé qu'il y aurait quelque chose sur ce dossier-là, sur la loi de finances 2017. C'est une première sport. Donc nous, on est là aujourd'hui pour faire en sorte que la voix de Mayotte porte, parce que jusque-là, on n'a pas entendu, mais sur ce dossier, les autres, mais on demande à ce que les élus de Mayotte, enfin, nous, on a proposé une motion, via Chaboudine Benissouf et l'Union pour le Renouveau, pour qu'ils nous soutiennent, enfin, que le Conseil général, à défaut de délibération, parce que la délibération, c'est quand même une valeur juridique sans égale, si on ne peut pas avoir ça afin de parler les gens d'une seule voix, mais au moins qu'il y ait une motion du conseil départemental qui pointe du doigt ces inégalités, cette injustice sociale, ce danger, parce qu'on va spolier les gens. Et maintenant, direction la Petite Terre, où une impressionnante opération avait lieu ce matin. Pour la première fois, les douanes du département ont participé à la journée nationale de destruction des contrefaçons. Plus de 20 000 articles saisis à Mayotte lors des 2 dernières années ont ainsi été broyés. Il faut dire que le département n'est pas en reste en ce qui concerne le marché des contrefaçons, un marché principalement constitué de produits venus d'Asie et qui bien souvent représente un danger pour le consommateur. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Pour la 4e année consécutive, les douanes françaises ont organisé ce jour une grande opération de destruction des contrefaçons interceptées au cours de l'année. Et cette fois, Mayotte a suivi le mouvement afin d'expliquer à la population les risques encourus en cas d'achat de marchandises contrefaites. Le phénomène de la contrefaçon concerne Mayotte comme l'ensemble du territoire hexagonal. Le consommateur est attiré par l'achat de contrefaçon parce qu'il a souvent l'impression de faire une bonne affaire compte tenu de la modicité du prix. Mais au-delà du seul critère de prix, le consommateur en définitive ne fait jamais une bonne affaire compte tenu des risques et des dangers que peut représenter une contrefaçon pour sa santé ou sa sécurité. Durant les 2 dernières années, plus de 21 000 articles de contrefaçon ont été interceptés à Mayotte. Un chiffre qui ne représente que la partie émergée de l'iceberg. En effet, il est bien difficile pour le service des douanes de contrôler l'ensemble des marchandises importées à Mayotte. La douane est une administration qui assure la police des marchandises, mais qui ne peut appréhender la totalité des marchandises
entrant sur le territoire, sur le département, que ce soit par le vecteur aérien ou par le vecteur maritime. Il est évident que si des contrefaçons empruntent le canal d'un conteneur maritime, nous ne procédons pas systématiquement à un contrôle de l'ensemble des conteneurs, ce qui explique que certains articles de contrefaçon peuvent se retrouver à la vente dans les rues de Mayotte ou sur les trottoirs. En 1994, 200 000 articles contrefaits avaient été interceptés par les services douaniers français. En 2015, soit l'année passée, c'est presque 8 millions d'articles issus de la contrefaçon que les services de la douane ont saisis. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter et que le directeur des douanes de Mayotte explique de la façon suivante. Aujourd'hui, on assiste à une explosion du trafic de contrefaçon parce que c'est un trafic qui est aux mains d'organisations de fraude, d'organisations criminelles qui ont compris que les pénalités encourues, les sanctions encourues sont plus faibles, par exemple, que pour le trafic illicite de stupéfiants. De surcroît, la réprobation sociale attachée à ce type de trafic est certainement moins forte que pour le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, la contrebande d'alcool ou de cigarettes. Donc c'est probablement une des explications à l'explosion du trafic de contrefaçon. Médicaments, vêtements, jouets, produits cosmétiques, les articles contrefaits sont légion à Mayotte. Vendeurs comme acheteurs peuvent être sanctionnés, les peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le service des douanes a donc tenu à faire circuler une affiche permettant à chacun de reconnaître plus facilement les produits de contrefaçon. Emballage, étiquetage, qualité, prix, lieu de vente, les signes existent et il convient donc d'être vigilant, car il en va bien souvent de la santé des consommateurs. Et on continue avec cette information qui vient de nous parvenir. Un barrage, semble-t-il, sauvage aurait été dressé du côté de Doujani au niveau du plateau. Un barrage au niveau duquel la police se ferait caillasser. Davantage de précisions dans nos éditions à venir. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 15 novembre. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Le syndicat FSU au niveau national s'empare de la grève à Mayotte à travers sa secrétaire générale Bernadette Groison. Cette dernière s'est fendue d'un courrier à Madame la ministre de la fonction publique Annick Girardin, dont voici un extrait, je cite « Nos revendications ont été exposées clairement et en détail à vos services lors de la réunion au ministère des Outre-mer le 3 juin dernier. C'est pourquoi nous sommes surpris à la lecture d'un futur ordre du jour très général, alors que nous attendons la sortie de décrets modificatifs ou à défaut des discussions sur les reprises d'ancienneté, l'IFCR, l'ISG et les situations individuelles. De plus, nous estimons que le 5 décembre est une date beaucoup trop tardive compte tenu des urgences que nous connaissons à Mayotte et du mouvement social en cours. Vous comprendrez que nos exigences ne sont pas des caprices, mais relèvent d'une connaissance approfondie de la situation. Si la grève semble clairement s'essouffler à Mayotte, les syndicats du département peuvent aujourd'hui compter sur plusieurs soutiens à l'échelle nationale. Et autre grogne, mais au conseil départemental cette fois, les portes de la délégation de Mayotte à Paris sont fermées depuis hier matin. À l'appel de la CGT Mayotte, la dizaine d'employés est en grève afin de réclamer le paiement immédiat de la prime de dépaysement. Cette majoration de 30% incluse a été supprimée en août dernier. Le salaire de certains agents est ainsi passé en 3 mois de 2200 à 1500 €. Autre problème, l'absence de visite médicale avec la médecine du travail locale, l'absence de mutuelle ou encore des locaux inadaptés et un manque de considération. En effet, les locaux situés dans le 10e arrondissement de la capitale sont loin de faire office de vitrine pour l'île aux parfums dans l'Hexagone. Les agents les trouvent inadaptés aux missions de la délégation, notamment par manque de place. En clair, les grévistes souhaitent un meilleur traitement et le retour sans condition de la prime de dépaysement, sans quoi la grève risque de durer. Un comité de suivi de la ressource en eau s'est réuni le 9 novembre dernier et s'il n'est pas encore question de s'alarmer, la préfecture est comme l'année passée contrainte d'anticiper et de prendre des mesures drastiques au regard de la situation actuelle. Un communiqué a été envoyé hier et en voici la teneur. Pour préserver la ressource, le préfet envisage de procéder à une restriction de l'usage de l'eau de toutes les communes du département. Les maires seront sollicités afin de prendre un arrêté municipal déclinant l'arrêté préfectoral et pour mettre en place des contrôles par la police municipale pour s'assurer du respect des interdictions. Par ailleurs, les grands consommateurs d'eau, entreprises, services publics seront sensibilisés au bon usage de l'eau. La représentation de l'État rappelle également la nécessité de consommer l'eau de manière raisonnée
afin de la préserver. Le comité se réunira à nouveau début décembre afin de faire un nouveau point de situation. Mais en attendant, après 2010 et 2015, un nouvel épisode de sécheresse semble à craindre. Alors je me tourne maintenant vers notre invité Bertrand Laviec, directeur de Météo France à Mayotte. On est déjà en novembre et on le voit, la saison des pluies tarde à s'installer, des pluies qui aujourd'hui font défaut sur le territoire. En fait, le début officiel de la saison des pluies, c'est le 1er décembre. Et aujourd'hui, le 15 novembre, c'est le début officiel de la saison cyclonique. Bon, c'est des subtilités. Et ça arrive jamais le 1er décembre pile ou le 15 novembre pile. Il y a toujours un petit peu de mouvement, de latitude. Ça dépend des années. Il y a des années où la saison des pluies est très précoce. Il y a des années où elle est plutôt tardive. C'est plutôt à grande échelle. Il faut penser encore une fois à l'échelle de la planète. Nous, on est toute petite île perdue au milieu du canal du Mozambique. Et il faut réfléchir vraiment au niveau du globe. Là, on a des interactions entre les eaux chaudes australiennes qui sont beaucoup plus chaudes que d'habitude. Les eaux sont un petit peu plus fraîches chez nous que d'habitude. Et cette différence, ça fait que la saison des pluies a un peu tendance à tarder à s'installer. Mais elle s'installera un jour quand même. Alors justement, la saison cyclonique, vous l'avez dit, débute aujourd'hui, 15 novembre. Que doit-on attendre sur Mayotte ? Alors cette année, on voit que c'est toujours lié à ces histoires de température, d'eau, de mer. La saison des pluies, enfin la saison cyclonique sera un petit peu plus calme que d'habitude. On attend maximum entre 6 à 8 systèmes. C'est-à-dire pas grand-chose par rapport à la moyenne sur les 30 dernières années. Par contre, il ne faut pas relâcher son attention quand même. Alors, je vais juste rappeler deux petites choses, parce que c'est le début de la saison cyclonique. Un, Madagascar ne nous protège pas efficacement. Ça, j'entends beaucoup de gens dans la rue disent « Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de cyclone, Yabada ». C'est totalement faux. Mada ne nous protégera pas. Et il suffit d'un système. Il peut y avoir qu'un cyclone. S'il arrive sur Mayotte, il y a beaucoup de dégâts. Donc, il ne faut pas relâcher son attention parce qu'on sait qu'il y aura peu de cyclones cette année. Justement, on se pensait moins exposé que la Réunion, par exemple. On est moins exposé que la Réunion parce qu'effectivement, Mada fait une sorte de rôle de petit bouclier, mais on connaît, on sait que ce bouclier n'est pas efficace à 100%. J'irai même plus loin, c'est même un faux ami. C'est-à-dire que prenez les enfants à la Réunion, tout le monde sait ce que c'est un cyclone, tout le monde sait ce qu'il faut faire en cas de cyclone. Ici, on a tellement l'habitude de dire Mada nous protège qu'en fait, personne ne sait. Personne ne sait exactement est-ce qu'il faut sortir ou pas pendant l'alerte cyclonique, est-ce qu'il faut faire des provisions, est-ce qu'on emmène nos enfants à l'école, plein de choses comme ça. On n'a pas la même culture du risque et c'est ça qu'on va essayer d'avoir et de lancer justement. Alors justement, on va parler de vulgarisation de tout ce qui est météorologie avec ce partenariat fait avec le vice-rectorat notamment. Oui, alors moi je suis très content de ces choses-là. C'est justement ce qu'on vient de dire. C'est la pédagogie du risque, la pédagogie de la météo. Tout le monde a un avis sur le temps qu'il fait, le temps qu'il va faire. C'est quelque chose d'intuitif pour les enfants. Il pleut, il fait beau, donc c'est apporter... Pour Météo France, c'est pouvoir apporter son expérience, sa connaissance au vice-rectorat. Et le vice-rectorat, lui, c'est le mettre en mots, c'est le mettre en forme pour les enfants. C'est vraiment un beau partenariat. Ouais. Passer par les enfants pour notamment sensibiliser les adultes. Aussi, oui. Et puis les enfants, il ne faut pas oublier qu'ils grandissent après. Merci beaucoup Bertrand Laviec. Je rappelle que vous êtes le directeur de Météo France ici à Mayotte. Et on termine cette édition avec la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. En sa qualité de 9e région ultra-périphérique de l'Union européenne, Mayotte participe elle aussi à l'événement. Ainsi, sous l'égide de la DIECT et de l'AGFIP, un ensemble de manifestations et présentations à destination des personnes handicapées et des employeurs du territoire vont être organisées durant 4 jours sur le territoire. Le lancement a eu lieu ce matin à la maison départementale des personnes handicapées. Davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. De nombreuses associations et institutions ont répondu présentes au forum de ce matin dédié à l'emploi des personnes handicapées. En effet, celles-ci peuvent se confronter à des problèmes de taille à leur arrivée dans le monde du travail. Dès qu'on arrive, on voit déjà direct les escaliers, il n'y a pas des ascenseurs ou un truc comme ça au moins. Mais il n'y a rien, tu vois direct les escaliers, ça te bloque direct, du coup tu es obligé de faire demi-tour et de jamais revenir dans cet immeuble, quoi. Ça donne pas envie. Même si tu as envie d'y aller, mais comment tu pourrais alors que tu es en fauteuil? Il n'y a aucun endroit, aucun accès, il n'y a rien. Du coup, ça te bloque.
Et un travail est mené par le conseil départemental pour rendre accessibles les infrastructures et l'espace public aux personnes en situation de handicap. Il devrait normalement aboutir avant la fin de la mandature en cours en 2021. Mais ce n'est pas le seul problème que peuvent rencontrer les personnes handicapées, comme nous l'explique Farida, une participante au forum. Et 2016 a été une année importante pour les personnes en situation de handicap. En effet, c'est cette année que la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte a été créée sous l'égide du conseil départemental. Cette structure permet un accès aux droits aux personnes de tout âge porteuses de handicap. Et le travail entrepris en 2016 continuera en 2017. Il y aura un travail de renforcement de la collaboration avec le Pôle emploi, mais également de sensibilisation. Comme le président l'a dit ce matin, c'est vrai que c'est compliqué parfois pour certaines personnes de reconnaître son handicap. Donc il y aura un travail de sensibilisation au handicap à destination de la population maroaise et nous permettre également d'avoir des chiffres pour pouvoir avoir une photographie des personnes en situation de handicap sur le territoire. Et c'est également en 2016 qu'a été créé le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Favoriser la professionnalisation, rendre la fin de scolarité plus facile avec un travail en commun de la mission locale et du vice-rectorat, améliorer l'accès aux dispositifs de droit commun. Ces mesures font partie des 6 que contiennent le plan régional d'insertion, qui sera normalement concrétisé en 2017. Et pour Issa Abdouissa, le conseil départemental se doit d'être présent aux côtés des personnes porteuses de handicap. Nous travaillons pour qu'il y ait tous les éléments permettant de s'insérer pleinement. Et donc l'aspect professionnel est un élément important. C'est un combat que nous menons en ce moment pour la mise en place du fonds d'insertion pour les personnes handicapées, le fameux FIP. C'est un vrai combat, un beau combat que nous menons. Des discussions ont lieu avec le PRITH, mais aussi la GFIP pour que ce FIP, ce fonds d'insertion, puisse arriver à Mayotte. Donc c'est un beau combat, un de plus. Et ces actions sont importantes puisque les personnes handicapées restent victimes de discrimination à l'embauche et dans le maintien à l'emploi. Le chômage chez les personnes handicapées reste donc 2 fois plus élevé sur le territoire qu'en métropole. La GFIP dispose de financement pour venir en aide aux employeurs qui soit embauchent des personnes handicapées, soit maintiennent en poste des personnes qui auraient subi un handicap au cours de leur vie et qui pourraient encore satisfaire l'employeur sur un poste adapté. Donc ici, il n'y a pas encore d'entreprise adaptée, il n'y a pas encore de grosses structures, mais on a déjà des entreprises et des associations, notamment dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, qui ont mis en place effectivement des procédures. Atelier CV, sensibilisation de salariés, réunion d'échange, pièces de théâtre sur le sujet, dîner à l'aveugle pour les employeurs. Cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées devrait donc permettre de sensibiliser les employeurs de Mayotte sur le sujet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec un invité du temps de parole à 6h30, Jean-Jacques Robin d'Aquamateur. À 7h, ce sera au tour de Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, accompagné de Walter Voraver, secrétaire général. Et enfin, à 7h30, la parole sera donnée à Mahmoud Aziari. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.